juste une fois. J'ai envie de t'entendre hurler. De douleur. Mets-moi un rap, connard. Messieurs, bienvenue au Fight Club. C'est très délicat de votre part. Ceux qui veulent se tirer, c'est tout de suite. Yippee-ki-yay, pauvre con. On essaye ? Allez. Première règle du Fight Club est... Nos stairways, c'est dingue. La seconde règle du Fight Club est... Méfie-toi du côté obscur. Mais qu'est-ce que c'est que ce patacouette ? C'est italien. Croyez-vous à la magie noire ? Oh, absolument. Allez, non, mais essayez de développer un peu. M'apprends pas mon boulot, mon petit gars. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Oh là, attends, quel est ton nom déjà ? Egg Shen, chauffeur de car. J'ai passé l'âge de ces conneries. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Retour à l'écran. Alors avant de commencer, un petit rappel du principe de ce podcast consacré au cinéma. Un podcast sur le cinéma fait par trois vieux potes qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, qui s'étaient un peu perdus de vue et qui ont recroisé leur chemin après 15 ans de séparation. On a eu envie de reparler du cinéma de notre jeunesse, de ces films des années 70, 80 ou 90, des films qui nous ont marqués de manière pas très objective, attention, c'est pas des nanars, mais des films solides, qui ont souvent eu du succès mais qui pour certains ont été un peu oubliés depuis pour diverses raisons. C'est de ces films-là dont on va vous parler. Nous vous raconterons comment ils ont été produits, nous vous donnerons bien sûr nos impressions en évitant de spoiler autant que possible et sans non plus passer sous silence leurs éventuels défauts. On espère bien sûr qu'on vous donnera envie de les voir ou de les revoir, et comme second retour à l'écran, nous avons choisi Le Dernier Samaritain de Tony Scott. Nous, c'est Tib, Max et Mick. Retour à l'écran, c'est parti! Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy ? Qui le sait ? Qui le sait ? Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode. Aujourd'hui, je suis toujours avec mes deux acolytes. Salut Max. Salut. Et salut Thibaut. Salut à tous. Mais moi aujourd'hui, appelez-moi Joseph. Une première référence au dialogue du film. Un footballeur sort un pistolet et tire sur les joueurs adverses en plein match. Un détective privé râleur et une ex-star du football américain font équipe pour résoudre une enquête. Un gangster est tué net d'un seul coup de poing. Ce sont bien sûr les ingrédients du film du jour que nous allons décortiquer tous les trois. Commençons par remettre en contexte Le Dernier Samaritain par rapport à notre réception du film à l'époque. Le film est sorti en France en février 1992, 2 semaines après le JFK de Oliver Stone. Vous vous souvenez de sa sortie, tous les deux ? Ah bah oui, moi je m'en rappelle. Je veux dire, pour moi, ça a été une grosse claque. Je me suis éclaté, c'était trop bon. Je veux dire, Bruce Willis, c'était un peu mon chouchou en plus à l'époque, donc quand j'ai vu ça, moi, ça a été, t'as les punchlines, on n'en pouvait plus, quoi, ça rendait fou. Et puis, je veux dire, après, on a passé des heures à se redire les répliques en cours. Après, je l'ai guetté en cassette vidéo, au vidéoclub. Je crois que je l'avais enregistré sur Canal, en VO et en VF. Mais finalement, je crois que c'est un film que j'ai préféré voir en VF. Alors que, bon, moi, je suis quand même plutôt VO. Mais je crois que ce film, c'est vraiment la VF qui me branche. Oui, dans la plupart des films des années 80 et 90, les doublages français sont extraordinaires. Bruce Willis peut vraiment remercier le doubleur français Patrick Poivet, qui est pour beaucoup dans le succès de l'acteur en France, et de la sympathie qu'on a pour lui, quoi. Et toi, Max ? C'est un peu comme toi, Thibaut, en fait. Gros fan à l'époque de Bruce Willis, gros fan des deux premiers à l'époque qui étaient sortis de Die Hard, fan aussi de son film précédent qui, malgré tout, à l'époque était un peu passé inaperçu, Hudson Hawk. On y reviendra. On y reviendra, c'est sûr. On y reviendra aussi, mais c'est forcément un film qu'on attendait avec un Bruce Willis, Tony Scott aussi. J'ai toujours aimé Tony Scott, le cinéma de Tony Scott, forcément. Quand tu vois un film du réalisateur de Top Gun, du réalisateur du Flic de Beverly Hills 2 qui sort, ou de Jour de tonnerre que moi personnellement j'avais plutôt bien aimé, forcément j'avais envie de le voir et donc ouais, je me souviens d'avoir pris un sacré panard pendant le film. J'ai eu de l'action, j'ai eu un festival de punchline qu'on a récité bien après, qu'on récite même encore aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, ce qui est quand même assez hallucinant. Cette VF est dingue, des punchlines toutes les 2 minutes, un ping-pong de dingue, et ceux qui ont vu le film aujourd'hui les récitent tout autant que nous, ces punchlines. Et c'est un film que je regarde régulièrement, et je l'ai revu donc là pour ce podcast, et honnêtement, pour moi, c'est toujours un plaisir non fin de le voir.
Et toi, Mick, et ton impression Ben moi, en gros, à l'époque, c'était un peu comme Thibaut. Hein, c'est vraiment, moi, c'était mon chouchou, Bruce Willis, découvert. C'est la baffe Die Hard qui a été énorme. J'étais quand même assez dithyrambique sur le film pour toutes les raisons que vous avez déjà citées sur les dialogues, sur les scènes d'action aussi qu'il y a, notamment la première qui est vraiment extraordinaire. Et après, je l'ai revu plein de fois aussi en vidéo. Et je l'ai revu quelques temps un peu avant l'enregistrement de ce podcast. Et ouais, j'ai pris un vrai panard, mais j'ai quand même un petit bémol à mettre sur le scénario, sur sa dernière partie, mais ça va s'expliquer, on y reviendra. Ouais. Mais malgré tout, voilà, moi c'est un film, il n'y a aucun problème, on le lance dans le lecteur et je suis dedans pendant 1h30 sans problème, quoi. Moi c'est aussi l'esthétisme de ce film, quoi, qui est impressionnant. Ça roule, tu rigoles, puis tu restes scotché, le duo il marche super bien, c'est un des meilleurs buddy movie qui a été fait à l'époque. Ouh, très bonne transition, habile transition pour arriver directement sur la rubrique suivante qui va aborder le genre de ce film. Hey. Magnéto, Serge. Joe Allenbeck est un détective privé dont la chance a tourné. Si tu me touches encore une fois, je te tue. Je te l'avais dit. Jimmy Dix, Jeff Prince, est un ancien quarterback interdit de football. Encore une tragique histoire de jeunesse gauche. T'es un minable. Chut, je le dis à personne. Tu l'as dit, Max, ce film-là, c'est un buddy movie. Alors donc, est-ce qu'on peut définir un petit peu le genre et mettre en avant ses particularités ? Oui, alors qu'est-ce que c'est qu'un buddy movie ? Un buddy movie, c'est un film avec un duo, souvent 2 hommes, qui au départ ne s'aiment pas mais qui vont devoir faire équipe pour résoudre une enquête et au fil de cette enquête ils vont se découvrir des affinités, des points communs et à la fin ils deviennent potes. Ça a été introduit aux États-Unis au début des années 80. C'est le successeur, en tout cas le pendant du duo comique qu'on connaît bien en France, qui a souvent été exploité notamment par Francis Weber dans les... Oui, La Chèvre, Les Fugitifs et tout ça. Et Les Compères. Donc les Américains, eux, ils ont commencé avec ce concept au début des années 80. Le premier film qu'on peut citer un peu dans ce genre-là, c'est 48 heures de Walter Hill, où on avait Nick Nolte et Eddie Murphy, qui au départ, forcément, tous les séparent, et petit à petit, ils sont obligés de collaborer, deviennent de plus en plus potes, jusqu'à la fin du film, où ils sont super potes. Et ensuite, le deuxième gros buddy movie dont tout le monde se souvient, c'est L'Arme Fatale, de Richard Donner, avec Mel Gibson et Danny Glover. Un peu la même chose, 2 flics qui, complètement différents, qui sont obligés de collaborer pour résoudre une affaire et qui vont devenir les meilleurs potes du monde. C'était déjà un script de Shane Black, dont on parlera, qui est le scénariste du Dernier Samaritain, et produit aussi par Joel Silver, qui est aussi le producteur du Dernier Samaritain. Ensuite, on peut citer des films comme Étroite Surveillance, Double Détente, Midnight Run, Tango et Cash, jusqu'à ce Dernier Samaritain. Chien flic, Futur immédiat. Oui, Futur immédiat. Chien flic, c'est une autre façon d'être des buddy movies. Non, c'est un buddy movie, mais c'est un mec avec un chien, mais au début, il se peut pas se voir. C'est un buddy movie pour moi. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Max, tu les as évoqués. Shane Black et Joel Silver, on va en parler dans la prochaine rubrique sur la pré-production. Pour faire un bon film, il te faut 3 choses. Primo, une bonne histoire. Secondo, une bonne histoire. Et tertio, une bonne histoire. Ah, je vais sortir les pinces et un jeu de roulement à vie et en voiture Simone. Ouais. Alors pour démarrer, on va déjà définir un petit peu le pitch du film pour rappeler l'histoire du film à ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, c'est l'histoire de Joe Allenbeck, un ancien des services secrets devenu détective privé qui va se retrouver en fait affublé d'un coéquipier de fortune, une espèce un ancien champion de football prêt à tout pour venger sa copine. Et en fait, nos 2 compères, ils vont devoir faire avec leurs divergences pour résoudre une affaire qui mêle mafia, corruption et paris sportifs, et devront s'en sortir à coups de vannes et de flingues. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, ce scénario a été écrit par Shane Black, t'en as parlé tout à l'heure, Max. C'est quelqu'un qui est né en 61, il a un diplôme de cinéma de l'Université de Californie. Il s'est fait surtout remarquer parce qu'il a vendu le scénario de L'Arme Fatale, il avait 23 ans. C'est un fondu de film
noir, un fondu de roman noir à la Raymond Chandler, Le Grand Sommeil, Long Goodbye, tout ça. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai qu'on ressent vraiment cette influence de Raymond Chandler dans Le Dernier Samaritain. Je veux dire, on parle d'un privé, c'est vachement sombre, c'est une enquête. Je me demande même si le personnage du patron au début avec la moustache qui me fait penser à Mike Hammer, je sais même pas si c'est pas fait exprès. Ouais, sûrement. Et Shane Black, c'est quelqu'un qui est particulièrement doué pour mélanger les punchlines et le côté hard-boiled. Et c'est quelqu'un aussi qui, dans ses histoires, va souvent situer ses scénarios durant la période de Noël. Il a des petits tics comme ça. Alors c'est quelqu'un aussi qu'on connaît un petit peu parce qu'il a eu un petit rôle dans le Predator de McTiernan. C'est le personnage qui sort toutes les blagues du film, qui se prend des gros râteaux face à l'Indien et qui comprend pas toujours ses blagues. Écoute ça, c'est le mec qui va chez sa poule et lui dit « T'aurais envie d'une petite minette ?» Et elle dit « Comment ? Oui, la mienne est comme un garage !» Tu suis, elle dit ça parce qu'elle a une minette qui est grande comme un garage. Shane Black était sur le tournage de Predator parce que ils avaient besoin d'un script doctor un peu sous la main et comme Shane Black savait jouer, McTiernan lui a donné un petit rôle pour toujours l'avoir un peu sous la main au cas où quoi. Et c'est comme ça qu'il a noué une petite amitié aussi avec McTiernan. Il a aussi écrit, donc forcément, pas le scénario, mais l'histoire de L'Arme Fatale 2, avec normalement un Riggs, Mel Gibson, qui devait mourir. Mais le scénario a été réécrit par la suite par Jeffrey Boam, et ça fait partie de ses premières déceptions un petit peu à Hollywood, c'est-à-dire qu'il commence à comprendre qu'il n'a pas tout à fait toujours les rênes pour pouvoir mener à bien ses projets comme il l'entend. Et à la fin des années 80, il développe ce scénario du Dernier Samaritain avec Greg Hicks qui s'appelle à l'époque Die Hard. Il le propose au producteur Joel Silver, lui est intéressé mais le film se fait pas tout de suite, mais Joel Silver va racheter le titre du film pour le caler sur le titre de Piège de cristal qui s'appelait à l'époque Nothing Lasts Forever, qui n'était pas un titre très vendeur. Donc le scénario continue à être en gestation. Au début des années 90, la Warner achète 1,75 million de dollars le scénario du Dernier Samaritain de Last Boy Scout. En fait, à la base, Carolco avait proposé 2,25 millions de dollars pour ce scénario à Shane Black. Et en fait, Shane Black voulait quand même bosser avec Joel Silver, qui était en contrat avec la Warner, et il a préféré prendre l'offre de Joel Silver à 1,75 million de dollars que celle de Carolco à 2,25. Donc oui, c'était le scénar le plus cher de l'histoire, mais ce record n'a tenu que 67 jours, puisque 67 jours plus tard, Carolco a acheté le scénario de Basic Instinct à Joe Esteraz pour 3 millions de dollars. Ouais. Le scénario de Shane Black pour Le Dernier Samaritain est hyper sombre. Lui, c'est un habitué des personnages torturés, donc on se souvient un petit peu de Martin Riggs dans L'Arme Fatale, qui est suicidaire, un peu un chien fou. Et le personnage de Joe Allen Beck en prend plein la gueule tout le long du film. C'est un peu une constante chez Shane Black. Et c'est un peu aussi le reflet de la vie personnelle de Shane Black au moment de l'écriture, en fait. Apparemment, il s'est fait salement larguer par une femme qu'il aimait et avec qui il devait se marier. Mais suite à cette rupture, il a perdu le goût des choses, il a pas mal glandé, et quand il s'est remis à écrire, il a pris ce scénario-là comme une sorte de catharsis, et il a rendu les relations entre le personnage de Bruce Willis, Joe Allen Beck, et sa femme très tendues. D'ailleurs, elle le trompe avec son meilleur ami, et donc ainsi, il va pouvoir déverser toute la rancœur qu'il avait en lui, quoi. Tu savais, n'est-ce pas? Bon, je m'en doutais. Tu aurais pu dire quelque chose, au moins. Que je dise quoi, Sarah? Tu me dégoûtes, c'est ça? Oui, oui. N'importe quoi qui te fout en pétard, quelque chose comme t'es qu'une sale pute, ou alors s'il y avait pas ces flics de merde, je te cracherais la gueule. C'est pas mon style. Mais c'est monstrueux, Joe, tu n'as plus aucune fierté. Je suis en rupture de stock. Tu sais ce que t'es, un enfoiré, t'es jamais là, mais j'en ai ma claque, moi d'être toujours toute seule le soir. En toi, un chien? Je suis pas ton ennemi, Joe, c'est toi qui détruis tout. Oui. Et dire que je dois me supporter à longueur de journée.
Il va aussi reprendre aussi des choses qu'il avait développées pour le scénario de L'Arme Fatale qui n'ont pas été retenues finalement dans le film à l'arrivée. Alors ça passe par certains dialogues. Il y a une scène aussi qui est mémorable dans Le Dernier Samaritain, c'est que Joe Allen Beck va tuer quelqu'un d'un seul coup de poing en fait. Il l'avertit, il lui donne un grand coup, il lui fait rentrer le nez dans le crâne. Et ça c'était quelque chose qui était dans le scénario de L'Arme Fatale à la base par exemple. D'ailleurs, c'est devenu une scène culte du Dernier Samaritain. Alors en plus, ce qui est assez génial, c'est que Shane Black, là, il détruit un peu ces codes qu'il a lui-même construits avec genre L'Arme Fatale ou Piège de Cristal. Il transforme ces personnages qui finalement étaient peut-être devenus un peu trop gentils, genre par exemple avec 50 minutes pour vivre, Bruce Willis qui était devenu presque un peu trop gentil. En fait, il reprend presque ce personnage de John McClane et il en fait un personnage beaucoup plus méchant. D'ailleurs, il le dit à un moment dans le film, il dit « Ah, je m'en veux, je suis trop méchant ». Et vraiment, il prend le risque de casser ses codes et faire quelque chose de nouveau. D'ailleurs, à la fin du film, il y a une histoire dans les dialogues en lien avec les héros des films d'action des années 90, en disant « Ouais, tu peux pas taper quelqu'un, tu dois forcément mettre une petite punchline avec, quoi ». Ah ouais, il va complètement écrire les nouveaux codes d'une décennie de cinéma d'action, hein. Ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va faire souvent référence dans des bouts de dialogue aux productions précédentes de Joel Silver aussi. Il y a des références à L'Arme Fatale, il y a des références à Hudson Hawk, il y a des références à Piège de Cristal par des petits dialogues qui sont dits par Bruce Willis. Le scénario est aussi acheté par la Warner, le film est lancé, Bruce Willis accepte le rôle, mais il fait remarquer à Joel Silver et puis à Shane Black qu'il vient déjà de sauver sa femme une fois dans Die Hard et une autre fois dans 58 minutes pour vivre. Donc il va peut-être pas le refaire encore une fois dans Le Dernier Samaritain. Donc il demande à faire une réécriture pour gommer cet aspect-là. Donc on garde un petit peu les relations tendues avec la femme de Bruce Willis et lui-même. Mais le personnage de la fille de Bruce Willis va prendre plus d'importance dans ce scénario-là. Ça fait partie des gros remaniements du scénario, un des premiers gros rebondissements du scénario. Il y en aura un deuxième demandé par Joel Silver, mais il faut d'abord présenter qui est Joel Silver. Mais qui est Joel Silver ? Eh ben Joel Silver, hein, c'est un gros producteur aux États-Unis qui traîne ses guêtres depuis les années 70. On lui doit Les Guerriers de la Nuit en 79, 48 heures, Les Rues de Feu, Une créature de rêve, Commando, L'Arme Fatale, Piège de Cristal évidemment. C'est le créateur du buddy movie finalement. Ouais, c'est le créateur du buddy movie. En plus, c'est un producteur qui est très très impliqué dans ses productions. Il donne de lui, quoi. Hein. C'est un personnage qui est un peu particulier. Hein. Il est connu quand même pour ses grosses colères, son côté un peu excentrique et... ça lui vaudra un peu d'être des fois un peu caricaturé dans les films. Notamment, il a fait une petite apparition dans Roger Rabbit. C'est aussi un producteur qui a imposé une sorte de standing aussi dans les films d'action à l'époque. Pour lui, un bon décor, c'est un décor mort en fait. Hein. Régulièrement, il y a des explosions, des décors complètement détruits. Il faut que régulièrement dans l'action, il se passe des déflagrations un peu énormes et de plus en plus conséquentes dans le film. Ça fait partie de ces producteurs qui ont redéfini un peu le genre du film d'action en fait, hein, dans les années 80. Le Dernier Samaritain, c'est quand même une grosse production. Le budget était de 43 millions de dollars de l'époque, ce qui font à peu près un budget de 100 millions de dollars actuels. Voilà, c'est un gros budget. Il y avait une grosse attente autour de ce film. L'idée aussi, c'était que Joel Silver voulait se remettre, et Bruce Willis qui était coproducteur de Hudson Hawk, tous les deux voulaient se remettre de l'échec de ce film qui était sorti l'année précédente, qui était un bon film d'aventure parodique, bourré d'humour, mais à l'époque ça n'a pas séduit le public, ça a encore moins séduit la critique, et donc le but c'était de repartir sur quelque chose de plus musclé et d'y allouer un gros budget. C'est pour ça qu'ils avaient aussi choisi Tony Scott, qui lui enchaînait à l'époque que des gros succès. Il sortait de Jours de tonnerre avec Tom Cruise, qui avait été un carton. Ces gars-là sont des méchants. Ils ont de vrais flingues, de vraies munitions. C'est dangereux. Danger, c'est mon deuxième prénom. Le mien, c'est Cornelius. Si tu le répètes, je te tue. Tony Scott, c'est le petit frère de Ridley, qui est déjà bien connu dans le cinéma. Et au moment où il est appelé pour faire Le Dernier Samaritain, il a plusieurs films à son actif. Mais avant d'en arriver là, c'est quelqu'un qui a fait des études d'art, en fait. Hein. Il est diplômé en art graphique, hein.
à Londres, c'est un Anglais à la base. C'est quelque chose qui aura vraiment de l'importance dans son travail, sur l'esthétisme qu'il va mettre en avant. C'est une esthétique aussi héritière de la publicité de la fin des années 70 à Londres. Des gens comme Alan Parker, Adrian Lyne, Ridley Scott, tout ça vont se faire un peu les chantres de cette imagerie-là. Ça, c'est assez important. Il se démarque de Ridley Scott dans quand même son approche un peu plus sentimentale. Et Ridley Scott a une approche un peu plus pragmatique des choses. Mais lorsqu'il va fabriquer Le Dernier Samaritain, il a, t'en as déjà fait mention Max, plusieurs films à son actif. Et c'est quoi comme film qu'il a fait avant ? Avant, donc, il a commencé sa carrière avec Les Prédateurs en 83. À la base, c'est pas lui qui devait réaliser Les Prédateurs, c'était Alan Parker. Et puis, les producteurs ont changé d'avis et ont décidé de donner sa chance à Tony Scott, qui, comme tu le disais, venait de la pub, pour une recherche d'un certain renouveau, d'un certain esthétisme. Donc le film a été remarqué, ce film de vampire avec Catherine Deneuve et David Bowie, et c'est le fameux duo de producteurs américains Don Simpson et Jerry Bruckheimer qui l'ont appelé pour lui confier le tournage d'un projet majeur, celui de Top Gun. On connaît la qualité et le succès de Top Gun, ce qui a valu aux deux producteurs de leur appeler pour tourner la suite du Flic de Beverly Hills en 87. Ah ouais, vraiment une suite qui amène plus d'action et qui porte vraiment la patte de Tony Scott. Ouais, clairement. Et puis il a tourné le thriller Revenge, avant de travailler une troisième fois avec le duo Simpson-Bruckheimer pour Jour de tonnerre, une sorte de Top Gun mais à 4 roues. Et ça a été un nouveau succès. Et c'est là que Joel Silver a décidé de faire appel à lui pour Le Dernier Samaritain. Alors c'est aussi quelqu'un qui a mis en avant un certain esthétisme, aussi une pratique du filmage de l'action sur lequel on va revenir plus tard, qui a influencé pas mal de gens même derrière lui. Michael Bay est un héritier direct de Tony Scott. C'est évident que Michael Bay a été influencé par le cinéma de Tony Scott. C'est évident que Michael Bay a été influencé par tous les codes du rap, de l'esthétisme. Il a fait un mix de tout ça en fait pour son cinéma. Tu crois qu'ils sont encore vivants ? Plus maintenant. Et enfin, Le Dernier Samaritain, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais c'est aussi un casting. Un casting avec essentiellement une star internationale à ce moment-là. Alors, Bruce Willis, c'est quelqu'un qui a fait ses armes dans la série, ses Clairs de Lune, tout ça. Et il éclate un petit peu dans le monde entier grâce à Piège de Cristal, qui est un succès honnête au moment de sa sortie, mais qui deviendra culte par la suite grâce à la vidéo et aux diffusions télé. Mais entre Piège de Cristal et Le Dernier Samaritain, Bruce Willis peine à retrouver le succès, sauf avec 58 minutes pour vivre, qui est en fait la suite de Die Hard. Le Bûcher des Vanités de De Palma et surtout Hudson Hawk, qu'il porte sur les épaules, ont été des gros bides. Alors il y a un vrai enjeu sur Le Dernier Samaritain qui doit être le succès qui remet en selle Bruce Willis. Dans Le Dernier Samaritain, le sidekick c'est Damon Wayans. Qui est ce brave homme ? Damon Wayans, c'est l'un des frères Wayans, en fait, ces fameux frères qui sont derrière la saga Scary Movie, qui a été tournée plus tard. Damon Wayans, c'était pas le premier choix d'ailleurs, ni d'ailleurs Bruce Willis pour ce film. Bruce Willis, c'était presque un second choix au départ. On pensait attribuer le rôle de Joe Hallenbeck à Jack Nicholson, et donc à Bruce Willis, on lui a donné comme partenaire Damon Wayans. Au départ, ça devait être même Mel Gibson, mais finalement, il l'a refusé, et donc c'est Damon Wayans, qui à l'époque était connu pour quelques shows et sa participation dans la troupe du Saturday Night Live, et aussi pour éviter de faire de l'ombre à Bruce Willis, on a mis quand même quelqu'un de moins connu que lui. Et Damon Wayans, ce qui est marrant, c'est qu'il joue dans la nouvelle série de L'Arme Fatale. Tout est lié. Ouais, tout est lié. Il y a aussi des seconds rôles un petit peu dans le film. Alors on peut parler de Danielle Harris, qui était la jeune fille qui a un petit rôle dans la relance de la série Halloween 4 et Halloween 5, qui joue donc le rôle de la fille de Bruce Willis. Et aussi on a Halle Berry qui joue le rôle justement de la copine de Jimmy Dix dans le film, qui est sans doute l'un de ses premiers rôles à Hollywood. Alors attention, parce qu'il me semble, et d'ailleurs non, c'est pas il me semble, je suis sûr, c'était Grace Jones en fait qui devait jouer le rôle d'Halle Berry à la base. Ça change radicalement le personnage. En fait, c'est à la base c'est Tony Scott qui voulait Grace Jones, mais c'est Joel Silver qui a dit non, ce sera Halle Berry. Mais c'est vrai que si t'imagines le cast qui était prévu au départ, Nicholson, Gibson, Grace Jones, c'est clair que t'as un autre film, ça paraît improbable ce casting, et t'imagines le film que ça aurait pu être, qui aurait été à l'opposé de ce qu'il est au final.
Et également, donc, on a Bruce McGill, qui est un de ces fameux acteurs dont on se souvient jamais le nom, mais on le reconnaît tout de suite à son visage. Donc il a plein de films à son actif, Time Cop, Cliffhanger, Les Trois Fugitifs, des trucs comme ça, on le voit un peu partout. Il y a aussi Kim Coates, qu'on a vu dans Waterworld, qu'on voit justement dans Bad Boy, qui joue dans Le Client, La Chute du Faucon Noir et tout ça, j'en passe et des meilleurs, et qui est justement le fameux comédien qui joue le mec qui se fait buter en se faisant rentrer le nez dans le crâne par Joe Allen Beck. Et on n'oublie pas Chelsea Field, qui joue la femme de Bruce Willis dans le film, qu'on a vu chez Black Edwards dans L'amour est une grande aventure, dans Harley Davidson et l'Homo Santiago, ou dans La part des ténèbres de George Romero. Chelsea Field, c'est toujours d'ailleurs la femme de Scott Bakula, le héros de Code Quantum. Ils sont mariés depuis depuis 96 d'ailleurs. Pour terminer cette partie casting, on pourrait parler des deux personnages principaux, les caractériser un peu, qui sont Joe Allen Beck et Jimmy Dix. C'est un peu les deux héros, c'est deux idiots qui se moquent de la mort. Ils sont quand même un peu vulnérables, parce que on a vu ce qu'ils ramassent dans la tronche, et ils se retrouvent en fait entraînés dans cette enquête qui les dépasse complètement. Et ces deux persos, par rapport à L'Arme Fatale, c'est deux persos vraiment beaucoup plus torturés, je trouve. T'as Bruce Willis qui est un ancien de la CIA, où on sait pas exactement, mais qui sauve le président en prenant une balle à sa place, puis qui détruit sa carrière en voulant défendre les valeurs par rapport à une nana, parce que l'autre il est en train de faire du mal à une fille. Et puis on a un Jimmy Dix, pareil, qui est un ex-champion de football, qui a perdu sa femme et son fils pendant un match de foot, pendant le match de sa vie, comme il dit, et qui du coup perd ses rêves avec eux, et il reparle tout le long du film, il reparle de cet enfant qui a vécu dans la couveuse quelques minutes. Ces deux losers qui vont collaborer, en fait, une sorte de loser, en fait, à qui il est arrivé que des merdes. Dans les autres buddy movies, en fait, il y en a toujours un qui est toujours dans une position sociale un peu plus élevée que l'autre, ou en tout cas dans une situation plus meilleure que l'autre, et là, dans celui-ci, en fait, c'est deux mecs qui sont dans une mauvaise situation tous les deux. Alors, je pense que là, on a un peu fait le tour un petit peu de la pré-production. On a un gros producteur, on a un bon réalisateur, un casting qui est riche. On part sur un tournage d'un succès annoncé. Le tournage doit se dérouler comme sur des roulettes, mais c'est pas tout à fait ce qui va se passer. T'as déjà rencontré des gens que tu n'as pas tués. Je t'ai pas encore tué, que je sache. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il est en train de mourir. Dis-lui que je m'en fous. Il s'en fout. Tu crois qu'on pourra survivre à ce remords? Ce sera dur. On essaye? Allez. Et on se retrouve directement au début du tournage, qui débute le 11 mars 91 et qui va courir jusqu'en juin 91. Le film va être tourné entièrement en Californie, beaucoup à Los Angeles et dans les environs, jusqu'au, on en parlera dans cette longue scène finale au Los Angeles Memorial Coliseum, le stade de football américain, où se passe le dernier acte du film. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que la deuxième grosse modification qu'il y a eu sur le scénario, outre les demandes de Bruce Willis par rapport à sa femme, c'est les changements imposés par Joel Silver, qui trouvait que le scénario manquait d'ampleur un peu sur son dernier acte. Le scénario était plus sombre, avec encore plus de violence, de gunfight. Milo, le principal méchant, était encore plus sadique, il tuait même une famille complète. En dehors de ses activités de gangster, c'était un réalisateur de snuff movie, vous savez, ces films clandestins qui montrent la torture, le viol, le meurtre d'une personne réelle et qui est une légende urbaine. Milo finissait même par menacer la femme de Joe Allen Beck avec une tronçonneuse. Il y avait une poursuite finale dans le brouillard entre un bateau et un hélicoptère. Bref, le scénario est trouvable sur le net, d'ailleurs un peu plus long que la version définitive. Et Joel Silver donc a demandé un peu à avoir quelque chose d'un peu plus bigger than life. Et donc il a imposé d'avoir un final qui se déroule directement dans un stade lors d'une finale de championnat, quoi. Tony Scott, il va prendre aussi à bras le corps ce tournage-là. Il y a plusieurs égos qui sont en lice. L'ego de Bruce Willis d'un côté, celui de Joel Silver, celui de Shane Black, j'imagine aussi un peu. Et donc il doit composer un peu avec tous ces desiderata là.
Et pour tenir la barque tant qu'il peut. Et Damon Wayans aussi, qui était un peu chiant aussi, apparemment. En fait, Bruce Willis et Damon Wayans ne se sont pas entendus du tout pendant tout le tournage. Du tout, c'est ça. Pour jouer deux mecs, au départ, ça fonctionne, deux mecs qui peuvent pas se voir, mais qu'ensuite vont devenir un peu des potes quand les relations sont difficiles du début jusqu'à la fin du tournage, c'est compliqué. Ouais, moi je trouve qu'il s'en est servi, hein, justement. Hein. Il mène sa barque, Tony Scott, parce que justement, je trouve qu'il l'a vachement utilisé, ça, hein, que les deux, ils peuvent pas se blairer, mais finalement, ça se ressent comme ça doit se ressentir, quoi, dans le film, moi je trouve. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien, les punchlines sont bien investis par les comédiens, quoi. Ils s'envoient des vraies lignes de... Ah ouais, ils s'envoient des fions, hein, c'est clair, hein. Ils les pensent. Hein. Et d'ailleurs, dans le dernier acte du film, finalement, ils ont moins de rapport l'un envers l'autre. Ils sont un peu plus en parallèle. Enfin, dans la résolution de l'enquête, en fait, ils se séparent un peu et agissent chacun de son côté pour résoudre l'affaire. Ils la résolvent pas forcément tous les deux en même temps, au même moment. Ouais, ça se délite un peu sur la fin là-dessus, pour les raisons qu'on a citées. C'est-à-dire que vraiment, ça a été bricolé un petit peu. D'ailleurs, Tony Scott et Shane Black n'ont jamais caché que le scénario avant tournage était bien meilleur que le scénario à l'arrivée. Ouais, c'est ce qu'ils ont avoué il y a quelques temps. Ouais. Tony Scott aussi, avec sa manière de filmer les scènes d'action, donc plein de caméras en permanence, c'est 4-5 caméras pour chaque scène d'action, mais y compris aussi pour des séquences dialoguées ou des choses comme ça. Tony Scott, c'est quelqu'un qui amène aussi toute l'esthétique dont on a un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les lumières en clair-obscur, c'est aussi l'utilisation de la machine à fumer, des avant-plans, des arrière-plans qui sont très graphiques, de la longue focale à tout bout de champ aussi. Évidemment, le film il est tourné en scope, en anamorphique, on a une très belle image. Ah bah l'image, c'est trop beau. Hein. Bon après, là pour le coup, les couchers de soleil, tous les deux plans, des couchers de soleil qui n'en finissent pas, ou des levées de soleil d'ailleurs, des fois on sait pas trop. Soit le jour, c'est ou des levées de soleil ou des couchers de soleil, soit c'est la nuit de toute façon. Tu prends le générique de Top Gun qui est en contre-jour en levée de soleil. Tu prends la deuxième scène du flic de Beverly Hills 2 où tu vois Ronny Cox qui court dans le désert derrière les puits de pétrole tout en contre-jour lever de soleil. Voilà. Il y avait déjà ça dans son cinéma précédemment, dans Jour de tonnerre, des scènes de lever et de coucher de soleil. Ce film-là en est rempli. Ah oui, non mais c'est ça, c'est que celui-là, c'est impressionnant parce qu'en fait, il n'y a aucun plan normal. C'est toujours des lumières rasantes. Les matins sont interminables et les soirées sont interminables. Hein. Et il a gardé ça jusqu'à la fin de sa carrière. Tous ces films, t'as l'impression que ça se passe ou le matin très tôt, ou le soir, ou la nuit. Le cinéma de Tony Scott ne vit pas la journée. Ouais, il est 19h15 en plein été, quoi. Et après, quand on est en intérieur, c'est souvent des puits de lumière. On a des lumières, soit qui viennent du haut, soit qui viennent du bas, tout le temps. Il y a toujours seulement une partie des visages qui est éclairée. C'est pesant, en fait. Ça fait vraiment, dans les intérieurs, c'est toujours assez pesant. Tout ça, c'est l'influence un peu du clair-obscur, soit des contre-jours, des silhouettages, des rasantes, tout ce qui peut être assez graphique, tout ce qui peut être assez contrasté, juste par l'apport de la lumière, il va l'utiliser. Excuse-moi, je te coupe. Alors, il faut tout de même rappeler que le chef-op du film, c'est Ward Russell, un fidèle déjà de Tony Scott, qui était chef électricien sur le flic de Beverly Hills 2, sur Top Gun, sur Revenge, et il était passé chef-op sur Jour de tonnerre, le précédent film de Tony Scott. Oui, c'est vrai, ne laissons pas croire que Tony Scott fait la lumière aussi. Hein. Il dirige ses chefs opérateurs et il leur donne des indications très précises, mais c'est pas lui qui opère. Hein. Alors, Tony Scott, il gère aussi beaucoup la saturation de la couleur. Il y a beaucoup de couleurs très saturées en fait dans le film, à plusieurs reprises, hein, des tubes de néon bleu, de la lumière rouge, etc. Beaucoup de fumée aussi. Ouais, la machine à fumer, ça permet d'avoir des avant-plans et des arrière-plans qui se détachent naturellement, puisque plus on va aller dans la profondeur et plus la luminosité devient un peu grisâtre, si vous voulez, quoi. Et tout ce qui est au premier plan, les noirs sont un peu plus collés. Donc même si on tourne avec des longues focales qui écrasent les distances, ça permet de détacher naturellement les personnages des arrière-plans qui sont déjà bien chargés, en fait. Ça, c'est des tics qu'il a gardés, des clips qu'il a réalisés, notamment pour George Michael, où c'était très esthétisant. Il y avait toutes ces couleurs saturées, cette fumée, des choses très très esthétiques, hein, comme je viens de le dire. Mais voilà, il a gardé, en tout cas, il a ramené dans son cinéma ce qu'il utilisait dans la réalisation de ses clips.
cette imagerie-là, elle éclate dès le début du film en fait. On a une séquence d'ouverture de dingue. Ça démarre vraiment comme un show télé de l'époque quoi. Ah, le Super Bowl. Le générique moi me fait penser un peu à Sauvé par le Gong. Il y a un petit côté un peu comme ça, un peu début des années 90. Les trames très vidéo. Ah bah ouais, on a un truc typiquement Super Bowl avec un clip vidéo, avec des cheerleaders, des feux d'artifice. On est dans une avalanche de lumière et de couleurs. C'est Bill Medley qui chante le morceau du générique du début. Ouais. C'est un peu un chanteur de générique de film de fin des années 80, début des années 90. C'est le co-chanteur de Time of My Life, qui est la chanson titre et culte de Dirty Dancing. Oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, la version du montage vue en projection test n'avait pas cette chanson-là, mais plutôt une chanson d'un chanteur de country bluegrass qui s'appelle Hank Williams Jr., qui s'appelait Are You Ready for Some Football Tonight, qui n'a finalement pas été conservé. Je reviens à ce que tu dis, les images qu'on voit dans le générique du début, donc avec cette chanson de Bill Medley, c'est des images d'un vrai match, d'un match réel, qui a eu lieu en 90 à l'Holiday Bowl. Ce générique s'enchaîne avec des vraies images du film, qui sont un peu dans la lignée en fait de ce que tu vois dans le générique, qui sont des vraies images qui ont été shootées 1 ou 2 ans auparavant. Et c'est le seul passage du film qui est sympa et gentil et qui donne envie de voir du football, parce que après tout le reste... Dès qu'on rentre dans le début du film sur le terrain de foot, là il y a un véritable contraste parce que les images sont plus chatoyantes, elles sont vachement contrastées, il pleut, c'est de nuit, tout est silhouetté, on voit très peu les visages. Le seul sous-texte qu'il y a dans le film en fait c'est de dénoncer un peu ce qui se passe dans le sport de haut niveau, l'omniprésence de l'argent, la corruption qu'il peut y avoir dans le sport de haut niveau et notamment dans le football américain qui draine un paquet de fric et tout ce qui se passe derrière, la problématique des paris sportifs autour de ces matchs-là. En fait, la symbolique de ce générique qui est très chaud, qui est très, vous allez assister à un spectacle et ce qui se passe tout de suite derrière, en fait, c'est, vous allez voir que derrière ce décor féerique, ce décor de show, il se passe des choses pas très nettes et il y a vraiment ce contraste-là. Ce générique est très symbolique de ça, en fait. Alors, du coup, cette séquence-là, bon, je pense qu'on peut un peu spoiler parce que c'est la séquence d'intro, mais c'est assez extraordinaire parce qu'on suit brièvement un personnage qui est un peu à cran, qui est interprété par Billy Blanks, qui est une des petites stars du cinéma d'action de la fin des années 80-90 et qui joue un rôle d'un footballeur un peu à cran qu'on oblige à gagner et tout ça et qui muni d'une arme va carrément tirer sur ses opposants pour pouvoir marquer un but et finir par se suicider. Et cette séquence-là, rien que ça, il y a un truc vraiment tétanisant qui fait qu'on rentre tout de suite dans le film, quoi. Il y a eu un incident au début de tournage quand ils devaient tourner la scène au Los Angeles Memorial Coliseum. Les figurants n'ont pas été prévenus. En fait, la journée de tournage a été annulée et il y a quasiment eu une émeute. Le ton, il est vite monté. Bon, ça s'est calmé, mais apparemment, ça a été rude la journée. Ouais, pour les figurants, c'était une journée de cachet en moins, donc forcément, ils n'étaient pas contents. Il y a un truc intéressant, c'est que on a une ambiance de nuit pluvieuse, bien chargée, très dark et tout ça. Et la séquence d'après, une fois qu'on quitte cette séquence-là, on se retrouve avec la première séquence d'introduction dans la voiture avec Bruce Willis. Et là, il est 19h15 en plein été et on est en... Ah non, là, c'est pas 19h15, là, c'est le matin tôt. Ouais, c'est le matin, ouais. Et ce sera 7h15 pendant 5 heures. Voilà, c'est ça. Et il sera 19h15. Voilà. Et du coup, on va avoir une séquence qui est justement très orangée, à l'opposé un petit peu de la séquence d'avant, parce que souvent, en fait, Tony Scott va jouer sur des contrastes comme ça, visuels, pour tout le temps rendre son film excitant visuellement. C'est-à-dire des contrastes de couleurs, des contrastes de lumière. C'est ça, ouais. On commence avec des oranges, on part avec des bleus noirs, et puis on repart sur du orange. C'est quand même un mec, on le dit pas assez, parce qu'on a beaucoup parlé de son frère, tous les trois on adore, mais on a beaucoup parlé de son frère, mais on oublie un petit peu de parler de la force visuelle de Tony Scott, le talent pour raconter les histoires visuellement. Il y a plus de cohérence, en fait, finalement, dans la carrière de Tony Scott que dans celle de Ridley Scott, même si elle est plus fournie, là. Ridley Scott a réalisé beaucoup plus de films et de genres différents. Personnellement, je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans le cinéma de Tony Scott depuis le début jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à sa mort. Le découpage aussi chez Tony Scott est particulier. On a une sorte de surdécoupage et en même temps, on n'est jamais perdu dans l'espace. Pour refaire un peu un parallèle un peu avec Michael Bay, qui lui a repris pas mal de ses codes, il a un peu oublié cet aspect-là. Par contre, Michael Bay, il y a une manière de filmer qui est... c'est l'instant
l'instant du plan qui prévaut sur la géographie, si vous voulez, sur la scénographie. Tony Scott, non, il y a quand même un grand sens de l'espace. Même s'il y a du surdécoupage, on n'est jamais perdu dans l'espace, on sait toujours ce qui se déroule dans l'action. Donc pour revenir au tournage, le tournage a donc duré 90 jours, donc entre le 11 mars 91 et le 9 juin 91. C'est un tournage qui a été compliqué, qui a été difficile. Le script, comme vous l'avez déjà dit, a été remanié jusqu'au dernier moment. Les relations entre les acteurs, les relations entre le réalisateur et ses acteurs, les relations entre le réalisateur et son producteur ont été extrêmement difficiles. Seuls Bruce Willis et Joel Silver, qui ont toujours été proches, n'ont pas eu les relations étaient normales, mais sinon, entre tout le reste, c'était extrêmement compliqué. Ça a été une expérience pour tous qui a été pénible. Tony Scott qualifie ce film comme l'une de ses pires expériences de réalisateur. Parce qu'on avait quand même sur le plateau que des fortes têtes. Malgré tout, il y avait une certaine pression autour de ce film, une pression du résultat, une espérance d'un succès pour relancer un peu la carrière de chacun, qui pesait aussi sur le tournage. Je suis quand même admiratif de Tony Scott. Il est quand même arrivé à mener ça jusqu'au bout quand même et à sortir quelque chose. Mais ça a été horrible. Apparemment, Joel Silver, il a passé son temps à menacer Tony Scott de le virer devant tout le monde. C'était des engueulades. Et ça a été terrible. Joe, si tu continues, on va bientôt remonter le temps. Ce qui se passe avec Tony Scott, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il se couvre avec plein de caméras un peu à droite à gauche, 4-5 caméras un peu en permanence, y compris pour des scènes un peu intimistes. Et donc, on se retrouve avec une masse de rush qui est difficile à gérer, quoi. Et la post-production devient très compliquée, en fait. Il y a plusieurs monteurs qui viennent sur le projet. Donc, on a d'abord Mark Helfrich, qui est à l'époque un jeune monteur qui a quand même travaillé sur Predator, Action Jackson et Dark Angel, donc un spécialiste de l'action. Mais ça ne suffit pas et on va devoir faire appel à un monteur spécialiste du genre, Mark Goldblatt, qui est un illustre monteur qui est venu rafistoler beaucoup de films. C'est lui qui a retravaillé le montage de Cabal, mais c'est quelqu'un qui a travaillé sur Terminator, qui a travaillé sur Rambo 2, Commando. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment la science un petit peu de ces films-là et il va essayer de donner sens un petit peu à toutes ces prises, à cette histoire aussi qui prend un peu l'eau, comme on vient de le dire, et il n'y arrive pas vraiment en fait. C'est-à-dire que même aujourd'hui, Mark Goldblatt refuse de parler de ce film-là, qui a été son expérience peut-être la plus douloureuse visiblement, et donc ils font appel à un troisième monteur chevronné, c'est Stuart Baird. C'est lui qui a monté L'Arme Fatale, c'est lui qui a monté La Malédiction Superman, enfin c'est un des monteurs attitrés de Richard Donner. C'est lui aussi qui a sauvé le film Tango et Cash, autre production compliquée de la Warner sortie 2 ans plus tôt, qui a trouvé la dernière solution pour avoir un montage final accessible en salle. Et c'est lui qui va trouver la solution pour le montage du Dernier Samaritain, qui va réussir à raccorder les dernières ficelles, mais ça n'a pas été une mince affaire. Ça rendait justement le montage particulièrement stressant, quoi. Le dernier jour de tournage, donc c'était juin 91, et le film est sorti le 13 décembre 91 aux États-Unis. Ce qui fait qu'il y a moins de 6 mois entre la fin du tournage et la sortie, ce qui est extrêmement court. On avait généralement entre 8, 10, 12 mois entre la fin du tournage et la sortie. Là, c'était 6 mois. Donc, c'était un exercice encore plus compliqué vu les délais. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, ils ont fait un super boulot tous les deux. Bon, après, c'est comme tu le disais, c'est des spécialistes. Ils ont une vraie vision du cinéma d'action. Ouais, c'est vrai. Le film reste cohérent, malgré ce qu'on vient de dire sur les changements de script. Les scènes d'action restent hyper lisibles. Enfin, moi, je trouve que c'est un boulot formidable de montage. Pour faire la bande originale du film, on fait appel à Michael Kamen. Et Michael Kamen, c'est le compositeur attitré de Joel Silver, on va dire, puisqu'il a signé les scores de L'Arme Fatale et de Piège de Cristal. Alors, qu'est-ce qu'il amène dans cette musique-là pour Le Dernier Samaritain ? Elle est dans la lignée, en fait, de ce qu'il a composé pour les autres productions Joel Silver. Après, sur le résultat final, en fait, Michael Kamen était désemparé quand il a vu le film. Il a même pensé à enlever son nom au générique et même de refuser à ce que sa musique soit utilisée. Mais par amitié pour Joel Silver et Bruce Willis aussi, avec qui il s'entendait bien,
il a quand même accepté que sa musique soit utilisée. D'ailleurs, ce sera la première et la dernière fois qu'il collaborera avec Tony Scott. Lui aussi, décidément. Bon, après, elle est pas si mal. Enfin, je sais pas, vous, elle vous choque vraiment, la musique ? Moi, je l'aime bien. Hein. Alors, les BO de Michael Kamen, quand tu les écoutes seules, en fait, elles sont beaucoup moins faciles ou en tout cas agréables à écouter quand tu les écoutes seules. Par contre, elles sont toujours bien intégrées dans les films pour lesquels elles ont été composées. Et on parlait de L'Arme Fatale ou celle de Piège de Cristal, on la remarque bien avec toutes ces sonorités très Noël. Mais moi, je la trouve beaucoup plus anodine, beaucoup moins présente et elle a beaucoup moins de personnalité dans Le Dernier Samaritain. Et j'imagine aussi que les difficultés rencontrées sur le montage ont dû aussi lui compliquer la tâche. Enfin, ceci doit expliquer cela, quoi. Chaque fois que je vais au cinéma, je m'endors. Bah oui, ça change des magazines. Maman a coupé que ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Alors ce type de film, normalement ça sort en plein été, mais là la sortie a été placée à un moment très particulier de l'année. Oui, le film est sorti le 13 décembre 91 aux États-Unis, donc 2 semaines avant Noël, ce qui est un peu bizarre parce que malgré tout c'est un film extrêmement violent, on en a parlé, c'est un choix de sortie très surprenant et d'ailleurs ça s'est un peu traduit au box-office. Alors le film a fini sa carrière avec des recettes de 60 millions de dollars de l'époque. Je dis toujours de l'époque parce que ça change par rapport à aujourd'hui. 60 millions de dollars pour un budget de 43, c'est pas un grand score, mais en tout cas c'est un score qui a permis en tout cas à Joel Silver et Bruce Willis de se rassurer et de pouvoir enchaîner derrière, de se relancer, de retrouver un peu de crédit à Hollywood. 60 millions de dollars pour l'époque, ça paraît peu, mais honnêtement c'était suffisant. Dans le monde, il a rapporté 115 millions de dollars, toujours de l'époque bien sûr. Encore une fois, c'est un score correct. Au final, on va dire que c'est un demi-succès. En France, le film a fait 835 000 entrées, donc il est en dessous du million. Donc là, on peut plutôt dire que c'est un demi-échec. On va voir plutôt le verre à moitié vide. C'est clairement un film qui avait le potentiel pour faire le million, et il le fait pas. Et pourtant, Bruce Willis était une star en France. On en a parlé nous-mêmes, on le considérait comme une star. On y est allé notamment pour ça. Les précédents films de Tony Scott avaient été des gros cartons aussi en France, et ce demi-échec, là, pour la France, c'est plus difficilement explicable, sachant qu'il est sorti pendant les vacances de février, et donc le public adolescent, comme nous on l'était à l'époque, était censé se ruer dessus, et finalement, pas tant que ça. Et alors, du côté des critiques, ça se passe comment, en fait ? Ça a été compliqué, le film a été mal accueilli par les critiques, qui l'ont descendu, en fait, j'imagine. Ils n'ont vu qu'un film d'action de plus, un film extrêmement vulgaire, ce qui a choqué les critiques. On en revient à cette sortie à la période de Noël, et les critiques ont été presque scandalisés qu'un film comme celui-ci sortait à cette période-là, qui est plutôt festive, qui est d'avoir un film aussi violent, aussi vulgaire. C'est clair que ça passait pas chez les critiques, quoi. Il y en a une de référence, mais en fait, ce film a l'air de se passer au moment de Noël. C'est le Noël à Los Angeles, donc il n'y a pas de neige, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu la période de Noël, puisqu'il y a le dessin de la petite sur le Père Noël. Ouais, c'est vrai que c'est la seule référence à Noël qu'il y a dans le film. On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que Shane Black, il aime bien placer ses films vers Noël, donc peut-être ce qui expliquerait pourquoi ils ont voulu le placer quand même au moment de Noël. Par contre, par la suite, ça a été un véritable carton en vidéo, régulièrement en vidéo, donc VHS, Laserdisc et tout ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'il a eu un statut de film culte. C'est grâce à ces diffusions télé, c'est grâce, comme tu le dis, à l'exploitation vidéo, qui ont fait que le film a atteint un statut... alors peut-être pas culte à ce point-là, mais en tout cas qu'il est bien considéré, qu'il est reconnu par certains. Ouais. Il me semble qu'il y avait une suite qui était prévue, c'est ça ? Oui, c'était prévu. Dans la tête de Shane Black, c'était prévu. Mais puis tu vois comment le film termine sur ces deux personnages qui partent tous les deux. Tu t'imagines très bien une suite, quoi. Mais il y aura jamais. Dommage. Mettez une bête. On en fait une autre. Ok. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. On n'a pas de peau, on est tombé sur un as du Scrabble. Monsieur fait le malin, Jack, remets-lui une tournée. Non, arrêtez. Alors, quelles sont les conséquences pour Tony Scott exactement ? Qu'est-ce qu'il va faire juste après Le Dernier Samaritain ? Il va se voir confier True Romance,
écrit par Quentin Tarantino, où dedans il réserve un petit hommage bien salé à Joel Silver, où dedans il y a un personnage de producteur colérique qui est un peu la caricature de Joel Silver. D'ailleurs, il se fait tailler un short aussi dans Grand Canyon, Joel Silver, non? C'est pas ça? C'est vrai, il y a un producteur un peu dingue qui est incarné par Steve Martin dans le film de Kasdan, qui est un peu une caricature assumée de Joel Silver. Et pour la petite anecdote, en fait, Tarantino a rencontré Tony Scott sur le tournage de Dernier Samaritain. Et c'est comme ça qu'il lui a présenté True Romance. Ce que je trouve triste, c'est que True Romance, il est beaucoup attribué plus à Tarantino qu'à Tony Scott. Et c'est vraiment dommage parce que pour moi, c'est vraiment son meilleur film, quoi. Mais c'est un film que je trouve qui est de la parfaite association. Enfin, on y retrouve du Tony Scott, autant on y retrouve du Tarantino. L'un n'a pas vampirisé l'autre et avec deux personnages comme ça qui sont assez forts de caractère, c'était pas gagné et au final le film est parfaitement réussi et il y a cet équilibre entre les deux univers. On ressent vraiment l'influence des personnages et des dialogues de Shane Black dans le travail de Tarantino d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Et là encore, tout est lié. Tout est lié. Pour en revenir au lien entre Tarantino et Tony Scott, Tarantino ne tarit pas d'éloges sur le travail de Tony Scott. Quelque part, ça a été une sorte de figure de mentor à ses débuts. Hein. Mais bon, on revient à la carrière de Tony Scott, il fait donc True Romance, et puis il va retourner dans le giron des Simpsons Bruckheimer, et après la mort de Don Simpson, il continuera à bosser pour Jerry Bruckheimer seul, notamment pour Ennemi d'État, pour SS Alabama, pour la traque du métro 1, 2, 3. De son côté, Shane Black va ensuite continuer à travailler en tant que scénariste. Il va être amené à travailler sur Last Action Hero. Il va encore casser un record d'achat d'un scénario pour Long Kiss Goodnight, c'est-à-dire Au revoir à jamais, un film d'action avec Samuel Jackson et surtout Gina Davis. Un scénario qui sera acheté pour $4 millions. Ouais. Il va pouvoir passer à la réalisation au milieu des années 2000 avec un film qui s'appelle Kiss Kick Bang Bang, avec un Robert Downey Jr. Qui était alors au creux de la vague et qui est un premier film produit par Joel Silver. Il a été le voir pour pouvoir se faire produire ce premier film et puis par la suite il a enchaîné sur plusieurs projets. Alors son plus gros succès ça reste Iron Man 3 qui lui a permis justement de faire un nouveau buddy movie en tant que réalisateur qui s'appelle Nice Guy, avec Ryan Gosling et Russell Crowe. Là encore, produit par Joel Silver. Et puis, là, récemment, il a signé une sorte de reboot suite de Predator. Nice Guy, il est excellent. Hein. Je trouve le scénar super bien foutu, mais c'est peut-être encore le problème de la VO, parce que moi, je l'ai regardé en français. Les dialogues me scotchent pas comme ont pu me scotcher ceux du Dernier Samaritain, quoi. Par contre, je trouve le scénar bien meilleur que celui du Dernier Samaritain. Ouais, pour le scénar, oui, je suis d'accord avec toi, mais The Nice Guys, malgré tout, c'est du réchauffé, du buddy movie des années 80. Shane Black, sur ce coup-là, apporte pas grand-chose de plus par rapport à ce qu'on a vu et par rapport au buddy movie qu'on a cité auparavant. C'est quand même un cran en dessous, quoi. Bruce Willis, quant à lui, traverse une période de demi-succès, voire même de quelques échecs. Ouais, mais après, c'est surtout Pulp Fiction qui va le révéler en fait... puis renouer vraiment bien avec le succès pendant encore après une petite dizaine d'années. Les 2 films de Shyamalan, Le 6e Sens ou Incassable, L'Armée des 12 singes de Gilliam ou Le 5e élément de Besson. Et le Armageddon de Michael Bay. Et Armageddon, le film des foreurs. Comme quoi tout est lié. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver les répliques du Dernier Samaritain? Sur quelle plateforme? Sur quel support? Alors, en ce qui concerne les plateformes, on ne le trouve pas sur les plateformes les plus populaires, comme Amazon Prime ou Netflix. Par contre, on le trouve sur la plateforme Filmo TV via l'abonnement à un pass illimité. J'en profite par ailleurs pour corriger une petite erreur que j'ai faite dans le précédent épisode consacré à Backdraft. Celui-ci est aussi disponible sur la plateforme Filmo TV en SVOD et VOD. Pour en revenir au Dernier Samaritain, il reste la solution matérialisée, c'est-à-dire le DVD. Alors en France, pour le Blu-ray, c'est plus compliqué, il n'est pas été édité par Warner en Blu-ray. Par contre, on peut trouver un Blu-ray en Italie, en Allemagne ou même aux États-Unis qui comporte la VF et les sous-titres français à un prix tout à fait raisonnable. On va passer à la rubrique suivante qui est en gros le bilan. Que reste-t-il du film selon nous? Oui, on va rigoler, Bamboutatis. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler.
Alors, je ne sais pas qui va vouloir prendre la parole en premier, mais quel effet fait sur vous le film aujourd'hui? Quelles sont un peu ses qualités d'abord? Et puis, on va parler aussi de ses éventuels défauts. Il n'y en a pas. Alors, les qualités d'abord. C'est de la bombe, bébé. Non, c'est le film qui représente la cool attitude et les meilleures punchlines de cinéma, quoi. Je trouve que ça pullule dans le film. On peut pas passer 5 minutes sans qu'il n'y en ait pas une qui sorte. C'est un film avec un Bruce Willis décomplexé, nihiliste à mort, qui fornique avec des écureuils et qui en meurt, qui tire à travers des peluches sur des mecs, qui craque la tronche des gars en donnant des coups de poing dans le nez. Ouais, c'est énorme, c'est juste énorme. Ouais, il y a des petits soucis de scénar sur la fin qui sont un peu... c'est dommage parce que ça avance dans le film et puis le scénar est bien ficelé aux 2/3 du film où après, voilà, on sent qu'il y a eu des remaniements. Ouais, c'est vraiment le seul bémol moi que j'y mets, c'est effectivement, même sans connaître les anecdotes de la fabrication du scénario, quoi, de l'écriture, je trouve vraiment qu'on sent que le film se délite un peu. Les personnages sont un peu moins connectés. Le méchant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fort dans le film, la nature du méchant, ses envies, tout ça. En fait, dans le script original, le Milo, donc on n'en a pas parlé jusqu'à présent du méchant. Qui est excellent d'ailleurs. Au-delà de l'autre méchant qui est son patron. Milo était beaucoup plus présent dans le script original et venait beaucoup plus tôt dans le film. En fait, là, il arrive beaucoup plus tard, presque dans ce fameux troisième tiers. Et c'est vrai que cette arrivée tardive empêche ce personnage d'exister. Et finalement, il est assez... il traverse un peu le film, ce méchant, un peu bizarrement d'ailleurs. Et voilà, c'est tout. Et c'est un peu bizarroïde, je te rejoins là-dessus. Ce qui se passe, c'est que les méchants, ils s'enchaînent depuis le début du film, mais ils ont pas trop le temps de rester parce qu'ils se font démonter la gueule. Ils meurent tous, quoi. Ils meurent quasiment tous les uns après les autres. Il n'y a pas le temps de mettre un personnage... T'as ce Ponte qui a des sous-fifres, puis il y a la mafia russe. C'est vrai que c'est plus complexe qu'avoir juste un méchant, quoi, en fait. Donc c'est ça qui est très bizarre, en fait. Il y a une espèce de montée de méchants. C'est comme si on passait des niveaux de méchants, mais voilà, c'est très bizarre. Ouais, c'est presque frustrant de ne pas l'avoir vu depuis le départ. Quand tu sais qu'en plus, à la base, on devait le voir beaucoup plus tôt. Ouais, c'est dommage d'avoir laissé tomber cette histoire de Snuff. C'était intéressant, surtout que c'était assez... À l'époque, je pense que c'était quelque chose d'assez nouveau. Ouais, il n'y avait pas eu encore 8 mm de Schumacher, tout ça. Ça aurait été encore mieux pour la période de Noël. C'est vrai. Mais c'était Hitchcock qui disait que pour avoir un très bon film, il faut avoir un très bon méchant. Malgré tout, malgré cette absence-là de personnages maléfiques tout le long, on s'ennuie pas, on est capté parce qu'il y a une vraie synergie entre les deux personnages principaux et l'action, elle est menée de tambour battant. Ça permet de jamais s'ennuyer, d'être captivé malgré tout, quoi. Donc c'est un peu le contre-pied un petit peu de ce qu'on peut raconter sur la fabrication des scénarios classiques, mais c'est peut-être aussi sa limite aussi, c'est peut-être aussi pour ça que le film n'est pas rentré dans l'histoire comme Piège de cristal aussi, c'est peut-être ce petit défaut-là, quoi. Par contre, moi je trouve que vraiment à la fois la mise en scène, le charisme de Bruce Willis, parce que ça on l'a pas évoqué, mais c'est juste incroyable, il bouffe l'écran. Il y a la relation avec sa fille, c'est extrêmement dur, les dialogues sont vraiment très très noirs. Ça m'a choqué, moi. Bah ouais, on n'a plus l'habitude de voir ça. C'est quelque part, ça traduit aussi d'une aseptisation un petit peu du cinéma hollywoodien progressivement, dont on a même finalement pris l'habitude. Parce que quand on revoit des séquences comme ça, alors peut-être qu'elles dénotent aussi par rapport un peu à ce qui se produisait aussi à l'époque, mais waouh, ça on voit sévèrement. Tu veux encore m'insulter? Bah vas-y, choque-moi. J'aime quand tu me traites de sale con. Tu me fais chier. Maintenant, je te traite de con parce que tu le mérites. J'ai dit ça suffit. Qu'est-ce que tu vas faire? Me punir encore? Plus de sortie, ça te va? À vos ordres, sale con. Disons 15 jours. Tu me dégoûtes. Eh. Ah, si tu crois être le père idéal, c'est raté. Tu t'entraînes pour le concours de grossièreté? Tu veux concurrencer ta mère? Te gêne pas. J'entends ces saletés à longueur de journée. Et quand je rentre, tu t'y mets aussi? Et le fait qu'ils s'en prennent autant plein la gueule, ça le rend super attachant. Et voilà, c'est dommage que le final soit un peu en demi-teinte. C'est pas forcément, c'est pas raté, hein, mais c'est un peu moins bon que ce qui précède. Mais moi, j'ai pris un pied d'enfer en le revoyant, et je vais me le remettre là. D'ailleurs, au passage. Et toi, Max? Moi, je vais un peu vous paraphraser, parce que vous avez déjà tout dit ce que j'en pense de ce film, que ce soit les bons côtés ou les mauvais côtés. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que je revois régulièrement. Je prends toujours un plaisir à le voir.
Mais c'est vrai que la dernière fois, il y a peu de temps, justement pour ce podcast que je l'ai vu, j'ai été surpris par sa violence. Et je te rejoins, Mick, là-dessus, c'est parce qu'on n'est plus habitué à cette violence brute de décoffrage, cette violence frontale. Ça aussi, on n'est plus habitué à ça, de voir un personnage principal, un héros, entre guillemets, qui se prend des coups tout le long du film. Il est attaqué physiquement 12 fois pendant le film, 7 fois sur la figure, 3 fois sur la tête, une fois il est tasé. C'est ça. Coup de couteau. Et un coup de couteau. Et aussi, faut dire qu'il y a 27 morts dans le film. C'est pas mal, ouais. Aujourd'hui, on a un peu de mal à voir 27 morts dans un film d'action. Personne ne meurt dans les films, même si une bombe nucléaire leur tombe sur la tête, maintenant, aux personnages ou à des gens dans les films, ils ne meurent pas, ou alors on les voit pas. Non, là, on voit la violence est frontale, les 27 morts, on les voit, et voilà, c'est gore, hein, c'est les coups de fusil à pompe dans les jambes, dans le bide, les pieds ils explosent, les têtes explosent. Cory, quand elle meurt, elle est dans un bain de sang près de la bagnole, l'autre qui se fait broyer les jambes, et puis on lui tire dessus, puis après il vient là, il l'achève en plus. Il y a une sorte de fascination un peu chez Tony Scott, hein, de la violence, hein. Tous ses films sont baignés de violence, d'éclairs de violence comme ça, donc ça court un peu tout son travail. C'est encore une fois, c'est très cohérent d'un bout à l'autre de sa filmo, mais ça traduit aussi d'une certaine époque où dans le cinéma d'action on n'avait pas des super-héros, quoi. Pas dans le sens super-héros Marvel, mais dans le sens même un John McClane, quand on voit Die Hard 4, c'est devenu un super-héros, c'est-à-dire il va sauter sur un avion, il va faire des trucs impossibles à faire dans la réalité, alors que dans Le Dernier Samaritain, ou même les films qu'il a tournés autour de cette période-là, ou celui d'après, hein, le Die Hard 3 déjà, hein, il est encore vulnérable. Voilà, c'est ça, ils sont vulnérables, et ça c'est vraiment un ressort qu'a perdu un peu Hollywood avec les Fast and Furious ou l'extrapolation des Die Hard. C'est vrai qu'on n'a plus ça, c'est vrai qu'aujourd'hui tout est édulcoré, plus de sang, plus de mort, plus tout va bien, c'est presque les bisounours. On sait pourquoi, c'est aussi une façon de fédérer, enfin d'élargir en fait les cibles, d'élargir le public qui va venir dans les salles ou qui va aller voir sur les plateformes ces films. Voilà, à l'époque on ciblait plus, aujourd'hui on élargit plus la cible. Voilà, c'est juste une question commerciale, c'est pas qu'on est plus capable de le faire, c'est qu'on veut plus le faire pour des questions simplement commerciales. Pour en revenir au film, pour moi ça reste quand même toujours un plaisir à regarder. C'est un grand film d'action, pas forcément reconnu à juste titre, ouais. À juste titre, en tout cas c'est pas l'un des films les films d'action les plus cités parmi les meilleurs, mais pour moi il en fait assurément partie. Salut le frimeur. T'es venu pour me sauver? Gonfle pas. T'es sûrement James? James? Il fait ça à tout le monde. Moi il m'appelle Joseph. Bon, il est 3h du matin, on a presque fini. On va enfin boucler l'émission. J'espère que ça vous a plu de passer du temps avec nous. Nous, on était super contents de faire ça ensemble. Voilà, j'espère qu'on vous a surtout donné envie de voir ce putain de film avec des putains de punchlines. C'est le film le plus cool de l'histoire des années 90. En voilà une belle conclusion. Notre temps est écoulé, il est temps de se dire au revoir. Vous pouvez nous retrouver sur le site retouralécran.fr ainsi que sur les différentes plateformes iTunes, Spotify, Deezer, Buzzsprout, Google Podcast et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. On se retrouve très vite. À ciao, bonsoir. Salut. Ciao, ciao. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.